Il a fait son entrée au Conseil des ministres à la direction du tourisme, de la chasse et de la pêche. Il en est sorti ministre des Finances. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. Dans votre région, vous étiez un ténor du camp du oui, mais le camp du non avait son ténor aussi, c'était M. Chrétien. Oui. Ça devait jouer serré. Vous avez même eu un débat télévisé. Oui. Oui, on a eu un débat télévisé à CKTM TV, Canal 13, à Trois-Rivières, qui était à Mont-Carmel à l'époque. Disons que c'était des moments de grande tension. Chrétien est un homme très émotif, très nerveux. Et puis, je pense qu'il n'était pas du tout content qu'on tienne un référendum. Nous, on pensait qu'on avait des chances de le gagner au début. Mais je sais que d'autres ne partagent pas mon point de vue. Mais j'ai toujours été convaincu que si on gagnait ce référendum-là, ça serait à peu près miraculeux. On le sentait, ça. Dans des régions, c'était plus fort qu'ailleurs, mais on le sent sur le terrain, ça, que ça ne levait pas. Trudeau a complètement déformé le sens de ce référendum. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié ceci, qu'on demandait un mandat de négocier la souveraineté association. Puis on disait aussi à l'intérieur de cette question qu'il n'y aurait aucun changement constitutionnel que ce soit sans un nouveau référendum, un deuxième. Alors, Chrétien et compagnie disaient « Je ne veux pas de ça ». Nous autres, on avait promis un premier référendum dans le premier mandat. Ils ont dit qu'ils n'en feront pas. Là, on tient un référendum en disant il n'y aura pas de changement sans un deuxième référendum. Ils disaient qu'ils n'en feront jamais un deuxième. Ça va être fini. Ça a été... L'histoire pourra juger, là, mais on commence à décanter. Et Trudeau était intervenu dans la campagne. Je vais vous le dire comme je le pense. En ayant une phrase tellement alambiquée, quand il a dit qu'il mettait son siège au jeu sur des changements, tout le monde au Québec et la presse l'a témoigné le lendemain, puis les commentaires, que ça voulait dire davantage de pouvoir pour le Québec, alors qu'il nous a planté un rapatriement contre la volonté du Québec et de son Assemblée nationale, avec une charte des droits dont on aurait pu se passer. J'en suis convaincu. Mais c'était ça. L'histoire, c'est ça. Et quand il a rapatrié plus tard en 82, savez-vous que ça fait 28 ans? Il n'y a pas un premier ministre au Québec qui va signer cette Constitution-là. J'en suis sûr. J'en suis convaincu, 30 ans plus tard. Mais le résultat reflétait l'attitude de l'électorat sur le fond de la question plutôt que sur le mandat de négocier. Oui, d'une part, et d'autre part, ça prouvait aussi que de 76 à 80, on n'avait pas fait de gain politique dans la population. On a été élu avec 41 au suffrage, et puis on se retrouve au référendum avec le même résultat. Conclusion, un dans l'autre, on n'a pas avancé sur le plan de notre popularité, entre guillemets, comme formation politique qui véhicule cette option-là. Donc, il va falloir qu'on fasse autre chose, un autre scénario si on veut avancer. Parce qu'en réalité, si nous avons gagné 76, je comprends qu'il y a nos efforts à nous, là, mais il faut dire aussi que si M. Biron n'avait pas été dans le portrait avec l'Union nationale, je ne suis pas si sûr que ça, qu'on aurait formé un gouvernement. On se serait peut-être trouvé dans l'opposition. Remarquez que c'est là qu'on voulait aller en 76. Mais on ne refera pas le monde, on ne peut pas refaire l'histoire. En 80, après le référendum, bien là, ça fait déjà 4 ans de mandat. Les élections générales s'en viennent. Ils ont été finalement déclenchés en 81. Est-ce que vous attendiez à subir le même sort, une défaite en 81? Oui.
Oui. Ah oui? Oui. Après le référendum, là, moi, j'ai dit... vous savez, dans notre gouvernement à l'époque, puis dans notre parti, il y avait des tenants de la victoire morale. Moi, je n'ai jamais cru à ça. En politique, on gagne ou on perd. Tu ne peux pas être entre les deux. Et moi, je disais, il faut tourner la page. On a fait du mieux qu'on a pu. On a usé de toutes nos forces, de toutes nos capacités. On a été un excellent gouvernement dans ce premier mandat. On a fait beaucoup de choses. Et je pense qu'on est apprécié de la population pour ce qu'on a fait comme gouvernement. Mais la population du Québec, dans sa majorité, n'est pas prête à faire le pas qu'on lui propose. Donc, tournons la page. Et il faut dire aussi que Pierre Trudeau était revenu après avoir été défait. Joe Clark a manqué son coup en 1979 avec un gouvernement minoritaire. Et là, Trudeau avait décidé qu'il réglerait notre compte. Puis ça a été une offensive en règle. Hein. Il a reformé son gouvernement. Chrétien est devenu son ministre de la Justice. Il a sauté dans les avions, puis il voulait voir tout le monde tout de suite, puis tout réglait ça. Et il faut donner à César ce qui est à César. C'est Jean-François Bertrand, mon collègue, qui a dit au Conseil des ministres, un jour, j'ai une idée. On devrait avoir comme thème « Faut rester fort ». Bien, croyez-le ou non, on a gagné la campagne électorale de 81 avec ce thème-là, en opposition pour contrer Trudeau. Et aussi sur notre bilan de gouvernement, et aussi la présence de M. Ryan à la tête du Parti libéral. M. Ryan avait été élu contre Raymond Garneau avant le référendum. Moi, j'étais de ceux qui croyaient et qui pensent encore aujourd'hui que si Raymond Garneau avait été chef du Parti libéral avant le référendum et à l'élection de 81, je serais curieux de voir le score de l'élection. Le Parti libéral n'a pas suivi Claude Ryan. Il a fait une très mauvaise campagne pour toute espèce de raisons. Mais je me souviens, entre autres, que dans des milieux agricoles, la gaffe majeure de M. Ryan a été de promettre l'abolition de la taxe sur la machinerie agricole, taxe qui n'existait même pas. Alors, on en a fait nos choux gras, hein? Garon, il s'est promené avec ses bretelles à travers le Québec et les campagnes pour quasiment ameuter tout le monde. Mais ça a été une campagne d'une dynamique incroyable. Quand la campagne a été lancée en 81, on ne gagnait pas l'élection. On était en retard de quelques points. Je ne me souviens plus si c'est 7 ou 8. Et les libéraux avaient organisé une première grande assemblée régionale à Chicoutimi. À Chicoutimi. Ça, c'est un château fort du PQ. Puis il y avait 1200 ou 1500 personnes. C'est du stock, ça. On a répondu. Moi, j'ai proposé à M. Lévesque, il dit, on va leur répondre tout de suite. On va faire une assemblée à Trois-Rivières. On l'a fait à la salle Antonio Thompson. Il y avait 1000 personnes dans quelques jours d'intervalle. Et en l'espace de 2 semaines, la machine virait de bord. On sentait, nous, qu'on avait un air d'aller et qu'on avait voté la loi 101 sur la langue. On avait voté la loi sur le financement des partis politiques. On avait... zonage agricole. On avait fait le zonage... On a comme déposé la loi sur le zonage agricole, l'assurance automobile. Les gens avaient confiance dans l'intégrité et du gouvernement de René Lévesque, mais ils ne voulaient pas nous suivre sur le plan constitutionnel. C'est ça la vraie lecture qu'il faut faire. Alors, moi, par exemple, j'ai été réélu. J'avais été élu en 1976 avec 41 % des voix. J'ai été réélu dans le même comté avec 55 % des voix en 81. Et on a été élu avec 49 %, si je ne me trompe pas, au total, avec plus de sièges en 81 qu'en 1976. Alors, la conclusion était facile à tirer. Et ça a été le début d'un deuxième mandat qui a été un peu plus difficile, ça, il faut le reconnaître. Dans ce deuxième mandat-là, votre fonction change. Vous devenez ministre de l'Énergie. C'est une promotion par rapport à l'industrie et commerce? Énergie et ressources. Oui. Ça veut dire l'hydro, le gaz, les forêts et les mines. Ça, c'est le... Il n'y a aucun investissement majeur qui se fait au Québec encore aujourd'hui sans que ça relève de ce ministère-là d'une façon ou de l'autre, soit à cause de l'énergie, soit la forêt. Bon, aujourd'hui, la forêt, c'est plus difficile. Et je vais peut-être vous surprendre en vous disant que quand,
D'abord, il faut vous dire qu'en 81, avant la campagne, on s'est réunis à Place Desjardins, le Conseil des ministres. Et là, on est en train de dessiner à main levée ce que va être le programme de la campagne. Alors, il y en a qui se couchent de bonne heure, puis il y en a qui se couchent plus tard. Il y en a qui sont partis de bonne heure, puis on est resté les 2/3 ou les 3/4 du conseil. Et puis, je me souviens d'avoir proposé une campagne la plus rapide possible, la plus courte possible. Puis effectivement, la campagne de 81, elle a duré 28 ou 29 jours. Et moi, je crois que 7 est un nombre d'or. Alors, j'ai dit, si on avait 7 engagements, 4 x 7, 28. À tous les cas, on lance un engagement, 4 jours après, on en fait un autre, puis on s'en va comme ça pendant toute la campagne. C'était le plan de match. Alors, mes amis autour de la table, ils ont ajouté ça. Il y a eu des ajustements, des modifications. Et on a lancé le premier engagement à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où on s'est engagé à créer le nouveau ministère des Sciences et de la Technologie. Ça n'existait pas. Et là, il fallait que les libéraux nous répondent. Mais le temps qu'ils réagissent à cette annonce-là, nous autres, on en annonçait une deuxième. C'est pour ça que je vous dis que nous avons renversé ce courant qui nous était adverse en l'espace de 2 semaines. Et là, la campagne a marché chez Roulette. Ça a été, je ne vais pas dire un balayage, parce que n'importe quelle campagne électorale, les libéraux, ils partent avec 30 sièges gagnés d'avance. Mais on a fait au-dessus de 70 sièges. C'était une belle campagne. Et là, M. Lévesque m'appelle pour me rencontrer, je vais le voir, puis il dit, eh bien, j'explique qu'est-ce qui s'est passé, que Yves Bérubé a quitté le ministère de l'Énergie et Ressources, qu'il l'envoie président du Conseil du Trésor, puis il dit, vous vous en allez au ministère de l'Énergie et Ressources. Moi, je dis, pas sérieux, M. Lévesque, il vient d'arriver au ministère de l'Industrie, ça fait 1 an et demi. Il m'a changé. Ah, il dit, allez vous en aller là, puis vous allez vous débrouiller, puis je vais vous donner un coup de main, je vais vous épauler, puis ça va bien aller. J'ai dit, l'hydro. Bien, l'hydro, j'en occuperai. Mais j'ai dit, M. Lévesque, l'hydro, c'est votre bébé. Allez-vous vous mêler de ça? Et Dave, c'est vous qui êtes le ministre d'Énergie et Ressources, puis vous êtes responsable de l'hydro. Je ne ferai aucune interférence que ce soit, je ne m'amènerai jamais de ça, sans vous en parler. Puis il me donne la main. Bien, il dit, ça marche. Puis il a tenu parole, il s'en est jamais mêlé. Il n'y a jamais eu un court-circuit nulle part. Quand il voulait, bien, je savais pertinemment que M. Bourbeau, qui était président du Conseil, qui était un ancien vice-président en planification de l'hydro, était un ami de M. Lévesque. Mais M. Lévesque, à mon endroit, dans ce portefeuille-là, et plus tard aussi aux finances, a été absolument impeccable. Il m'a toujours soutenu. Et on a travaillé ensemble, main dans la main, dans ces dossiers-là. Et nous sommes devenus les vrais propriétaires de l'Hydro-Québec. Parce que l'était pas avant? On l'était. Mais c'était bien l'affaire de M. Boyd et de son équipe. Et il y a eu des tensions avec M. Bourassa, tout le monde sait ça. Et nous, on avait décidé, et c'est Parizeau, il faut que je lui donne ce qui lui revient, qui a eu l'idée. L'hydro est rendu à plusieurs milliards de chiffre d'affaires. On l'a acheté sous menace de nationalisation en 1962. Les conclusions sont faites en 1963. Ça a coûté 603 millions. Les Québécois n'ont jamais réinvesti une scène noire dans l'hydro. Et en 81-82, l'hydro fait déjà plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Mais c'est une propriété qui ne ramène jamais de dividendes. On décide qu'il va y avoir une loi, la loi 16 que j'ai pilotée. Et il y a eu des tensions énormes. Et je crois que le départ de M. Boyd est relié à l'adoption de cette loi-là. Il y a des administrateurs d'hydro, un entre autres, dont je me rappelle très bien, puis je lui lève mon chapeau. Goyette nous a dit, vous faites une erreur, patati patata, puis il a donné le score. Mais si vous le faites, on vivra avec. Et je dis ça au figuré, là, on redevient propriétaire dans ce sens que c'est l'actionnaire de l'Hydro-Québec, c'est la population du Québec. Et la population du Québec délègue ses pouvoirs à son gouvernement comme actionnaire d'Hydro. Ça appartient au gouvernement à donner les orientations de développement stratégique de l'Hydro-Québec. Et c'est ça qui a été fait. Il n'y a personne au Québec qui va poser un seul geste, quel qu'il soit,
qui viendrait mettre en péril la solidité financière de l'Hydro-Québec, sa capacité d'emprunter, sa capacité à investir et sa capacité à s'administrer également. Et le projet de loi donne ces garanties-là. Les donne non seulement à l'Hydro-Québec comme tel, à son conseil d'administration, à son administration, mais les donne surtout à nos concitoyens qui en sont les propriétaires. Et moi, je n'avais pas d'atome crochu avec M. Boyd. Et quand il m'a annoncé qu'il quittait, je ne l'ai pas retenu. Mais j'ai proposé à M. Lévesque, à sa grande surprise d'ailleurs, de nommer Guy Coulombe, qui avait été secrétaire général du gouvernement de M. Bourassa. Il était encore là en 1976. Il avait été avant secrétaire général au Conseil du Trésor, donc un grand commis de l'État, dont je me méfiais. Dès 1976, quand j'ai été au ministère du Tourisme, Chasse et Pêche, parce que sur le comité ministériel, M. Coulombe m'a fait un tour, puis j'aimais pas ça. Bon. Mais quand je suis entré au ministère de l'Industrie, M. Coulombe était déjà président de la SGF. Alors, j'ai appris à le connaître, à le côtoyer, à l'apprécier et à admirer sa grande loyauté. Alors, quand M. Boyd a quitté l'Hydro, j'ai dit, si on veut replacer l'Hydro dans le sens qu'on le souhaite, il faut qu'on casse des rapports de force à l'intérieur d'Hydro-Québec. Et la seule façon de le faire, c'est d'aller chercher quelqu'un qui est étranger à cette maison. Et M. Coulombe est devenu PDG de l'Hydro. Si mon souvenir est bon, c'est janvier ou février 82, je crois. Et là, on a mis ça en marche, ces réformes-là. Et ça a été un gros morceau. Puis regardez aujourd'hui, les Québécois ils écoutent la télévision. Chaque année, l'Hydro ramène 2 milliards, 3 milliards de dividendes. Ça, c'est des taxes qu'on n'a pas besoin de payer. Moi, j'appelle ça l'héritage financier de René Lévesque et de son gouvernement. En électricité, toujours, il y avait le litige avec le gouvernement de Terre-Neuve pour la compensation, enfin, le contrat de 69 qui avantageait trop le Québec aux yeux de Terre-Neuve. Vous avez eu à régler ce litige-là durant votre... Oui. En fait, il y a des gens qui disent encore aujourd'hui que c'est juste à l'avantage du Québec puis que Terre-Neuve s'est fait rouler dans la farine. C'est complètement faux. Il ne faut pas oublier une chose. M. Johnson lui-même, c'est bien Johnson qui a dit qu'il signait ce contrat-là, le couteau sous la gorge. Il était très contrarié. Et c'était un contrat par lequel Hydro-Québec seul prenait tous les risques financiers sur l'opération. C'est gros Churchill. Churchill Falls, c'est 5000 mégawatts. Et de plus, pour être capable de remplir cette obligation financière de rembourser le capital et les intérêts, Hydro-Québec s'engageait à acheter toute la production de Churchill Falls. C'est quelque chose. Vous avez aussi, avec M. Lévesque, participé à une commission parlementaire assez houleuse. Et ça fait suite à l'opposition qui reprochait à M. Lévesque d'avoir menti à l'Assemblée nationale sur le règlement hors cours du saccage de Bay James. C'est ça? C'est pas l'opposition qui a reproché ça le premier, c'est le journal La Presse qui a sorti une première page, qui est une horreur à mon point de vue, à partir de flagossage d'un homme qui avait travaillé au PQ, qui avait traversé la rue puis s'en allait du côté des libéraux pour des raisons que j'ignore. Et c'est M. Fernand Lalonde qui, en citant le journal La Presse, a posé des questions à M. Lévesque. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez un journal, peut-être que vous avez menti à quelqu'un qui dit comment vous avez menti, vous nous avez menti à l'Assemblée nationale. Et là, M. Lévesque dit non. Je vous ai dit la stricte vérité. Je ne me suis pas mêlé de ce règlement-là. Alors, l'opposition est revenue à la charge. Finalement, M. Lévesque, spontanément, a dit, en réponse à l'opposition qui réclamait une commission parlementaire, ça allait plus vite dans ce temps-là qu'aujourd'hui, pour les commissions. M. Lévesque dit, vous voulez une commission, on va en faire une. Il n'a pas consulté personne, René Lévesque. Moi, il y a des chroniqueurs parlementaires qui ont dit plus tard que c'est Yves Duhem et Jean-Roch Boivin qui avaient conseillé à René Lévesque de tenir une commission.
Pas pu d'y conseiller, il n'en a pas parlé. Il l'a lancé spontanément. Alors, dans son esprit, il pensait que ça durerait 3 jours. Mais ici même, au Salon Rouge, là, je pense que ça a duré 6 ou 7 semaines de temps à la télévision en direct. On a perdu notre temps tout le long. Nous allons procéder ce matin à entendre le premier ministre qui voudrait s'adresser à la commission parlementaire pour faire d'abord une déclaration et ensuite répondre aux questions des députés membres de cette commission parlementaire. Je dois dire pour commencer que je n'ai pour ma part aucune documentation personnelle, quelle qu'elle soit, sur ce règlement hors cours de 1979. La raison en est fort simple. Je n'en ai jamais vu l'utilité puisque mon rôle, ça n'a été que de recommander fortement que l'on aboutisse à un tel règlement. Un point, c'est tout. Mais je pense que ces accusations-là de l'opposition qui attaquaient l'intégrité et l'honnêteté de René Lévesque, ça l'avait profondément blessé. Et il suivait ces travaux-là d'une façon très attentive. Il y avait toujours quelqu'un de son cabinet ici, il est venu quelques fois. Et je me souviens, en cours de route, là, je ne sais pas exactement à quel moment, il me demande, il dit « Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ça va finir comment? » J'ai dit « Vous me faites penser à un canard là, qui vole au-dessus du fleuve pendant la chasse à Bécancour, puis il y en a 20 qui tirent dessus. Moi, je pense que vous allez passer à travers, mais vous allez perdre quelques plumes. » Ça l'avait beaucoup affecté, cette histoire-là. Et quand c'était fini, je me souviens qu'il m'avait donné la main, puis il m'avait dit merci. Parce qu'au fond, là, on a fait défiler tous et chacun des membres du conseil d'administration de l'Hydro-Québec, de la Société de développement de la baie James, puis de la SEBJ, de la Société d'énergie. Puis Lévesque, il s'en est pas mêlé de ce règlement-là. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça vous a rapproché de M. Lévesque, cet épisode-là? Bien, on ne pouvait pas être beaucoup plus proche que ça, là, rendu là. On était vraiment devenus intimes. Et remarquez que moi, je n'ai jamais osé tutoyer M. Lévesque. Je ne l'ai jamais prénommé non plus. Mais lui, il me prénommait, mais il me vouvoyait. Il ne m'a jamais tutoyé. Et on a eu des conversations ensemble. Voyez-vous, on avait 17 ans de différence d'âge. C'était pour moi une idole de jeunesse dans mon adolescence. 18-19 ans, Lévesque, c'était pas des farces, là. Et plus tard, devenu comme... c'était un compagnon d'armes, un compagnon de route, pour qui j'avais beaucoup de respect. Mais c'était un grand frère, si vous voulez. Et il était de bons conseils, Lévesque. Il avait un pif politique absolument incroyable. Mais il avait une détermination puis une ténacité dans ses engagements absolument extraordinaire. Et je me souviens de 1982, je crois, il y a eu un plan d'équipement d'Hydro-Québec qui avait été refusé au Conseil des ministres parce que M. Bourassa a été redevenu chef du Parti libéral. Je pense que c'est 82. 83, oui. 82 ou 83. Puis M. Bourassa promettait une deuxième baie James. Puis j'avais des collègues ministres, M. Parizeau, M. Landry, Mme Leblanc, M. Paquette et d'autres qui disaient « Pourquoi on ne le fait pas? » J'ai dit « C'est bien beau de bâtir. » Mais moi, j'ai géré les surplus de la baie James. Quand le LG2 a été mis en service, on avait 3500 mégawatts sur les bras. Puis il fallait vendre ça. Les Américains, ils attendent ça, que tu bâtisses puis que tu te retrouves en surplus, ils vont te donner ce qu'ils veulent. Moi, je n'embarque pas là-dedans. J'ai préparé ma lettre de démission. Et j'ai parlé à M. Boivin, qui me dit veux-tu rencontrer M. Lévesque? J'ai dit oui. Puis j'ai rencontré M. Lévesque. On a passé une soirée ensemble, toi et deux. On s'est parlé. J'ai dit faites-le si vous voulez, mais moi, je ne serai pas là. Vous ne dérangerez pas, moi, rester député, moi, va garder aller. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça avait pris 2 semaines de lui faire changer d'idée. Mais il a changé d'idée. Puis il a accepté le plan d'équipement qu'on avait déposé. Il avait le sens de l'État. C'est un homme de devoir d'État. J'ai jamais vu René Lévesque au Conseil des ministres sans être au courant de tous et chacun des mémoires qui venaient au Conseil. Il faisait ses devoirs. Puis il les faisait comme il faut, avec une éléphantesque mémoire qui le servait très bien.
Alors, quand vous travaillez avec un premier ministre de ce calibre-là, c'est un bon stimulant pour tout le monde. Hein. Ça, c'était vrai pour l'hydro. Ça a été vrai dans le domaine des forêts. On a fait le reboisement. On a lancé un programme d'accélération des investissements miniers pendant la crise de 81-82. On a fait investir presque 2 milliards dans l'industrie minière. On a travaillé comme des chiens. Mais on s'est retrouvé devant le mur des négociations qui nous a coulé à pic. 82-83. Justement, ce dossier-là coïncidait avec une crise budgétaire, une crise économique au Québec et l'échéance de la Convention collective des employés de l'État. Et là, vous coupez 20 des salaires et ça a créé une révolte. Est-ce que vous avez suggéré autre chose? Est-ce que c'était vraiment la meilleure solution? D'abord, on n'a jamais coupé 20 c'était étalé. C'était 20 sur 3 mois. À la fin de l'année, ça fait 5 ça. Et l'année d'avant, nous avons respecté intégralement l'indexation plus 2 qui était prévue dans la Convention collective parce qu'on ne voulait pas briser notre signature. Puis moi, j'étais de ceux-là. Moi, j'ai été élevé dans une famille où quand tu donnes ta parole, tu la tiens. Puis quand tu signes, encore davantage. Et il y a eu des discussions à pu finir au Conseil des ministres, des heures, des soirées, des journées pleines. Et le Conseil était divisé. On peut le dire aujourd'hui, après tant d'années. Mais moi, je me disais, on va respecter notre signature. Donc, à mi-convention, quand est arrivé l'exécutoire de cette convention collective, on a payé la moitié de l'inflation, plus 2, tel que convenu. Et au mois de décembre suivant, il venait l'autre moitié. Là, on avait un problème. Il y avait 500 millions sur la table. Puis si vous rentrez... La masse salariale, à l'époque, c'est presque 50-51 de la dépense globale de l'État. L'inflation, elle a monté à 14 plus 2 fait 16. Si vous mettez ça dans la banque, vous l'avez pour des années et des années. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a personne qui a prévu dans les centrales des travailleurs, n'importe laquelle des 3 ou des 4, que l'inflation irait à ce niveau-là, puis d'autres non plus. Alors, quand M. Bérubé est arrivé au Trésor en 81, il a plongé là-dedans. Bérubé, c'est un gars brillant. Et il a décidé d'essayer de convaincre les patrons des grandes centrales que l'économie du Québec ne pouvait pas générer autant d'argent dans son budget pour faire de pareilles rémunérations. Il a passé une semaine au Château Frontenac à essayer de convaincre les leaders syndicaux. Puis ça ne marche pas. Là, on avait une décision à prendre. C'est là qu'on a décidé d'aller rechercher ce que nous avions donné l'année d'avant, mais en 3 mois. Alors aujourd'hui, quand on entend le placotage, 20 c'est pas 20 pendant un an de temps, c'était 20 sur 3 mois. Et les plus bas salariés de l'État ont vraiment été touchés. Les sous-ministres, sous-ministres adjoints, plus forts que les autres. Et nous étions parfaitement conscients que, ce faisant, on perdait l'élection qui s'en venait. Puis moi, j'ai dit à mon monde, à mon comté, j'aime mieux me perdre l'élection. Vous ne me convaincrez jamais que je vais donner des augmentations de salaire aux employés de l'État à partir des revenus générés par des salariés qui gagnent moins d'argent que vous autres. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y avait une autre solution possible? Je ne suis pas certain qu'il y en avait d'autres. Si nous aurions souhaité que, comme ça se fait ailleurs, dans d'autres sociétés, en fait, dans les pays nordiques, il y a des bons exemples là-dessus, tous les chiffres étaient sur la table. Les leaders syndicaux, c'est du monde intelligent. Ils voyaient bien aller les courbes. Là. On s'en allait vers un déficit incroyable. Ça aurait pu nous coûter de la décote. Donc, on aurait payé davantage d'argent aux créanciers qui détiennent les obligations de l'hydro et du gouvernement. Et moi, je me suis résigné à poser ce geste-là. Mais quand je l'ai fait, je me suis dit, on n'a pas le choix. C'est ça qu'il fallait qu'on fasse. On continue la semaine prochaine, M. Diaz. Ah, bien, c'est bien.